Alors, je vais vous raconter une histoire assez singulière. La scène se déroule en France. J'étais alors jeune étudiant, je faisais ma spécialisation en pédiatrie. Puis je me décide de me lancer dans la recherche et j'avais envie de faire de la recherche scientifique. J'ai contacté un professeur qui faisait de la recherche et je lui demande s'il pouvait me rencontrer pour discuter des possibilités de faire de la recherche avec lui comme mentor. Et il me donne rendez-vous donc à la cafétéria de l'hôpital. On se voit ce jour-là. Après les salutations d'usage, il me demande est-ce que tu as des papiers? Je recule un petit peu, je réfléchis, puis je me projette, je vois ces moments dans la rue où parfois il nous arrivait avec des amis d'être interpellés par les policiers, nous demander si on a des papiers, si on a, si on est des immigrants illégaux, donc vos papiers. Et effectivement, je repense à ces moments. Dans ma réflexion, il se rend compte et cela il dit non, je voulais te dire, est-ce que tu as des articles scientifiques publiés? C'est là où j'ai dit, ah Aujourd'hui, on d'accord. va parler de coronavirus avec en particulier la question de transmission Et à ce moment, donc ce qui s'est passé, c'est que je repense alors à ce moment à ce papier qui aurait pu être mon premier article lorsque j'étais dans un hôpital de garde aux urgences. J'avais accueilli un nourrisson, un nouveau-né, il avait quelques jours de vie. Et la maman nous rapportait à l'interrogatoire qu'elle avait séjourné sous les tropiques pendant la grossesse. Et ce bébé avait une manifestation assez inhabituelle pour une infection classique de la naissance. Et à partir de là, on a posé le diagnostic de paludisme congénital, qui est en fait dû à un parasite, le Plasmodium falciparum. C'est quelque chose de très rare en France. Puis j'avais commencé à écrire un article, mais le chef de service avec qui j'étais à l'époque euh, ne m'a pas suffisamment poussé, encouragé, et finalement c'est resté lettre morte. Donc on parle de transmission verticale dans le cas de ce parasite, et aujourd'hui on va parler beaucoup de transmission et de contagion. Donc aujourd'hui on va parler tout d'abord des principales voies de transmission des agents infectieux en général et voir comment ces agents infectieux se positionnent entre la contagiosité et la létalité. Et nous parlerons du cas particulier du SARS-CoV-2, qui est l'agent infectieux en lien avec l'infection à Covid-19. Et puis, pour terminer, nous verrons quelles sont les mesures à prendre pour limiter la propagation de cet agent infectieux. Alors, le coronavirus, c'est un virus à ARN qui a un taux de mutation assez élevé. Et ce virus n'est pas nouveau, donc ça fait de nombreuses années que le coronavirus, la grande famille, existe. Et c'est tout récemment qu'il y a eu cette nouvelle forme de coronavirus qui s'appelle le SARS-CoV-2 en décembre 2019, qui a donné lieu à cette problématique majeure de pandémie à l'échelle planétaire où, à l'heure actuelle, plus de 4 millions d'habitants ont été contaminés par ce virus. Alors, comment le positionner, le coronavirus?
En fait, schématiquement, on a pour les agents infectieux deux éléments qu'il faut tenir en compte. Sur la ligne horizontale, on a cet élément qui concerne la contagiosité. Donc on parle de R0 comme étant la probabilité pour un agent infectieux d'être transmis d'une personne à l'autre. Donc ici, cet R0 peut varier. On voit que l'échelle, ça peut aller jusqu'à 10, 11. Donc un R0 à 5, ça veut dire qu'une personne malade peut contaminer 5 autres personnes. Et si ces 5 personnes chacune en contaminent 5, vous voyez que très rapidement, ça arrive à avoir un caractère exponentiel. Donc ça, c'est les lignes horizontales. Ensuite, la ligne qui est verticale va traduire la létalité. Donc c'est la probabilité pour l'agent infectieux d'entraîner la mort. Donc on peut voir en mettant plusieurs agents infectieux qui ont donné lieu à des épidémies dans les dernières années, on peut voir que certains sont très contagieux, comme le virus de l'Orion, ou la varicelle, ou la rougeole, très très contagieux. D'où l'importance aussi pour ces virus qui ont actuellement un vaccin, parce qu'il y a quelques cas d'enfants qui décèdent avec ce type de maladie. Donc la contagiosité est très importante. À l'inverse, la grippe saisonnière classique a un R0 qui se situe autour de 1. Et si on va vers le haut, donc pour ce qui est de la mortalité, on peut voir que Ebola, par exemple, le virus Ebola peut donner une mortalité pouvant atteindre jusqu'à 50% des personnes contaminées. Ici, le virus du MERS aussi, donc Middle East Respiratory Syndrome, ou la variole, là aussi, donc 30-40% de taux de mortalité. Et donc sur cette graphique, on voit que finalement, le virus en lien avec l'épidémie actuelle, la pandémie actuelle, se situe dans cette zone gris, ici, quadrillée. On a un R0 qui va être entre 2 et 5, et puis un taux de mortalité qui varie, en fait, entre pays, ça varie, mais globalement, on va dire que ça se situe entre 3 et 4%. Après, la mortalité va défendre aussi des catégories d'âge, puisqu'elle est beaucoup plus élevée chez les sujets qui sont avancés en âge. Alors, avant d'entrer dans le cœur du sujet du coronavirus, on va parler un petit peu de la relation qui unit les microbes et les humains. Parce qu'on cohabite dans le même environnement, les microbes et les humains, et les microbes veulent se développer, veulent prendre un peu plus de place, et en particulier c'est le cas pour les virus, dont le seul but, ils naissent, ils vivent, leur seul but c'est de se multiplier. Donc lorsqu'on parle de transmission d'un agent infectieux, il y a deux modes principaux. Il y a la transmission horizontale, donc c'est quand on met deux individus sur la même ligne, et puis à partir de là, un individu A va pouvoir contaminer un individu B. On verra un peu plus loin quelles sont les voies de contamination. Ensuite, il y a la transmission verticale. Donc c'est en général cette transmission qui est de la mère au fœtus. Et cette transmission verticale peut se faire intra-utérin ou au moment de la naissance lors du passage des voies vaginales après l'accouchement, juste avant l'accouchement. Donc, ces deux voies de transmission sont fondamentales. Alors, pour qu'un virus, une bactérie passe d'un individu à un autre, il faut plusieurs choses. La première chose, un véhicule de transfert. Le véhicule peut être l'air, la salive, ça peut être des sécrétions, par exemple des sécrétions des muqueuses, des sécrétions génitales. Le sperme, par exemple, c'est une sécrétion qui peut être un véhicule de transfert d'agents infectieux, de microbes. Ça peut être, ces véhicules vont pouvoir transporter l'agent infectieux et entrer dans le corps par plusieurs voies. Alors, les voies classiques, la voie cutanée, donc c'est la peau. La voie orofécale, c'est ce qui concerne
le tube digestif de la bouche jusqu'à l'intestin, l'anus, la voie respiratoire et la voie sexuelle. Donc tous ces modes de transmission vont être plus ou moins importants selon les différents agents infectieux. Ces agents infectieux, pour le cas de la peau, vont pénétrer dans le corps à travers une effraction de la peau. Habituellement, c'est lorsqu'il y a des coupures, des plaies. On le voit par exemple lorsque les gens vont faire ce qu'on appelle un panaris, c'est une inflammation au niveau des extrémités, des membres, des doigts, qui est due à une bactérie la plupart du temps. On a le tétanos aussi, qui est un exemple d'agent, le bacille tétanique, qui va passer par la peau et contaminer l'individu. On a des cas d'infection, par exemple, avec certains agents bactériens qui peuvent donner des lésions d'impétigo. Donc, tous ces agents vont profiter du fait qu'il y a une effraction de la peau qui peut parfois être juste des petites coupures, juste des petites abrasions. Et lorsqu'on a des grosses plaies, mettons si on se blesse, on peut avoir une pénétration d'un agent infectieux dans cette peau. On voit même d'ailleurs que parfois c'est des agents comme le staphylocoque, certaines formes de staphylocoque qui sont présents sur la peau à l'état normal, mais lorsqu'il y a une plaie, l'infiltration peut se faire à travers la plaie et cette fois-ci, il va pouvoir donner des effets négatifs. Donc la peau, c'est une grande surface et on voit qu'il faut la protéger. Donc prendre soin de la peau, c'est aussi faire attention à son corps. Donc c'est une voie d'entrée importante pour les agents infectieux. La deuxième voie d'entrée, c'est les infections qui sont sexuellement transmissibles. Donc on parle beaucoup du VIH, donc l'agent en cause dans le sida, la syphilis, les hépatites. Donc ces agents infectieux vont se transmettre d'un individu à l'autre par la voie sexuelle et c'est important aussi de mettre en place des mesures de précaution pour éviter cette transmission. Ensuite, il y a la voie orofécale qui correspond en fait à la voie digestive. Le tube digestif part de la bouche jusqu'à l'anus et lorsqu'on a certaines infections, par exemple les gastroentérites virales, le rotavirus, ou certaines infections alimentaires, salmonelle ou d'autres agents infectieux, vont donner lieu à la présence du virus dans les muqueuses de l'intestin. On va voir par exemple des signes comme des vomissements, de la diarrhée, donc toutes ces manifestations qui visent à essayer d'éliminer le virus, qui par son mécanisme d'action et par son métier n'a pour but que de se multiplier, se multiplier, se multiplier. Donc, voie de transmission importante, la voie orofécale. On parlera un peu plus loin de l'importance de l'hygiène des mains qui, dans ce contexte, est fondamentale. Ensuite, il y a la voie respiratoire. Donc, toutes ces virus, bactéries peuvent être transmis d'un individu à un autre par la voie respiratoire. Donc, on connaît l'exemple de la grippe, la tuberculose, la coqueluche. Et ces transmissions se font la plupart du temps par soit l'air, soit des gouttelettes, soit effectivement un contact direct avec un objet, un contact sur toute la sphère de la bouche, du nez. Et c'est important aussi de penser que les mains, comme vecteurs, peuvent transmettre ce virus ou ces bactéries si on les met en contact avec cette sphère autour de la bouche et du nez. Maintenant, pour ce qui est du Covid-19, donc, cette image représente un peu ce qu'est ce virus, donc le SARS-CoV-2, qui en fait est une abréviation pour dire syndrome acute respiratory syndrome. Severe acute respiratory syndrome, CoV, coronavirus 2, parce qu'il y a déjà eu un SARS-CoV-1, et ce virus a des spicules tout autour de sa paroi, et ces spicules comportent, comme vous le voyez,
des protéines donc autour de cette paroi. Et ces protéines sont comme des petites clés qui vont aller chercher la serrure présente sur les muqueuses. Déjà les muqueuses respiratoires, mais aussi les muqueuses digestives. Et donc le virus va pénétrer dans le corps pour s'accrocher sur ces serrures et entrer dans la cellule, utiliser son capital génétique pour tromper la cellule qui va croire que c'est le capital génétique de la cellule et faire la lecture de ce capital génétique pour produire des protéines. Et pour le cas du virus, ces protéines sont nocives pour la cellule et à partir de là, il va y avoir une inflammation et tous les dégâts qu'on observe associés à ce virus. Alors comment il se transmet? Donc, la transmission, c'est par gouttelettes. Donc dans le cadre de cette transmission pour le SARS-CoV-2, on sait que la transmission, c'est par gouttelettes. L'autre mode de transmission, c'est par contact. Et plus récemment, on observe des possibilités de transmission par micro-gouttelettes qui rejoignent un petit peu ce qu'on observe pour les transmissions aériennes, comme on le voit pour certains virus comme la rougeole. Alors on verra plus loin ce qu'est le concept des micro-gouttelettes, mais ce qui est classiquement décrit, c'est que c'est vraiment les grosses gouttelettes qui véhiculent le virus, mais on peut voir que finalement, avec les données d'analyse un peu plus fines, le virus peut être transporté par des micro-gouttelettes. Et ces micro-gouttelettes, c'est le vecteur de transport. Alors il y a des choses qu'il convient d'éliminer, d'écarter. Ce n'est pas une transmission par les moustiques, comme ça a été observé pour certains virus comme la Zika. Ce sont ces gouttelettes, ces micro-gouttelettes qui vont être l'enveloppe qui transporte le virus, qui va flotter dans l'air et aller d'un individu malade à un individu en santé, le contaminer. Et ça, c'est effectivement des données qui peuvent être analysées en laboratoire et qui, lorsqu'on regarde finalement la comparaison des différentes possibilités d'excrétion oro-respiratoire de sécrétion, on voit que le poids de la sécrétion est corrélé à la distance parcourue. Plus une sécrétion est épaisse et lourde, plus elle va tomber de façon rapprochée. Par exemple, si on a un crachat qui est comme de la salive, qui est épaisse, ça va tomber plutôt au sol. À l'inverse, si on respire de l'air avec des particules beaucoup plus légères, ça peut flotter, aller très à distance. Et puis entre les deux, on peut voir effectivement des gouttelettes qui vont tomber à 3 à 5 pieds, comme on le voit ici. L'exemple typique, c'est par exemple pour le virus de la rougeole, où ça peut voyager assez loin, pouvant aller jusqu'à 6 pieds. À l'inverse, des virus comme Ebola vont retomber de façon un peu plus rapprochée, autour de 3 pieds. Donc, pour ce qui est du virus SARS-CoV-2, ça se situe entre deux. Donc, c'est plutôt avec les gouttelettes et peut-être un peu les micro-gouttelettes, comme ça a été démontré sur cette étude qui a utilisé un principe d'analyse par des capteurs infrarouges, où les auteurs ont pu voir que lorsqu'un individu se retrouve dans une pièce, ici c'est une pièce de simulation, mais on peut voir que lorsque l'individu va avoir une excrétion de glaire par un éternuement, vous voyez que ces glaires vont retomber et être présents de façon un peu prolongée dans cet environnement et pouvant aller un peu plus loin. Et là, à l'œil nu, on le voit, mais parfois ça peut être beaucoup plus impressionnant lorsqu'on regarde. Vous voyez toutes ces gouttelettes. Et la distance peut aller de façon très très éloignée si les gouttelettes sont abondantes, si l'éternuement est abondant. Mais ce qu'on voit, c'est que même lorsqu'on parle
sans forcément éternuer, sans forcément tousser. Lorsqu'on parle, on peut avoir finalement la possibilité aussi de transfert de ces sécrétions. Ici, sur cette image, on va voir deux personnes en train de parler. Elles sont assises à moins d'1 mètre de distance, comme vous pouvez le voir. Et puis, rien que le fait de parler, lorsqu'on met le capteur, on voit que ces petites micro-gouttelettes vont passer d'un individu ici à gauche, l'individu A, et puis l'individu B ici à droite. On va le voir un peu plus. Vous voyez la parole. Donc, ce sont des éléments qui vont aussi dans le sens de l'importance du port de masque qu'on verra un peu plus loin. Donc, la voie respiratoire reste la prédominante. Alors, il y a des questions qui émergent. Est-ce que le virus peut se transmettre par d'autres voies? La voie sexuelle n'est pas classiquement démontrée pour ces virus, même s'il y a des études qui sont en cours pour essayer de voir la présence du virus chez des personnes malades, mais ce n'est pas quelque chose qui est à retenir pour ça. La voie verticale, donc c'est la transmission qui se fait de la mère à l'enfant, a été évoquée comme une voie possible, mais contrairement au virus du Zika, ça reste peu probable. Il y a quelques études qui sont faites. Cette étude en particulier, qui a été publiée, qui réunit 12 études scientifiques, publiées entre le 10 février et le 4 avril. Comme vous le voyez, donc ici, il y a 68 accouchements et 71 nouveau-nés, et toutes ces mères étaient malades. Elles avaient une infection à coronavirus pendant la grossesse. Et ce qu'on observe dans cette étude, c'est qu'effectivement, dans quelques cas, ici à droite on peut le voir, on trouve la présence des sécrétions, la présence dans les sécrétions nasales du nouveau-né de ce virus qu'on recherche par la méthode de PCR qui s'appelle Polymerase Chain Reaction. Mais la présence de ces virus ne veut pas forcément dire que c'est par le placenta que la maman a contaminé l'enfant, parce que ce qu'on sait, c'est que le virus est présent dans le tube digestif de 30 à 40, voire 50% des individus atteints de Covid peuvent avoir le virus identifié présent dans les selles. La voie de transmission qui se fait par le placenta est assez peu probable. Déjà pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le virus, le SARS-CoV-2, le virus du Covid-19, circule la plupart du temps dans les muqueuses. C'est assez rare qu'on le trouve dans le sang, donc moins de 1% des cas. Et le placenta, qui est l'organe qui permet de nourrir le fœtus dans le ventre de la maman, ce placenta n'a pas de récepteur pour ce virus, le récepteur qu'on appelle ACE2. Donc, le risque de transmission par cette voie-là est beaucoup moins probable. Alors, il reste donc finalement la voie digestive comme autre voie en dehors de la voie respiratoire. Effectivement, c'est le cas parce que dans certaines séries, on a identifié la présence du virus chez 30 jusqu'à 50% des individus. Les manifestations comme la diarrhée et les vomissements sont assez fréquentes et observées chez plusieurs patients. Alors, pour résumer, donc, le virus SARS-CoV-2 qui est en cause dans la maladie qu'on appelle Covid-19, coronavirus 2019, va se transmettre essentiellement par voie respiratoire et possiblement par voie digestive. Pour ce qui est de la prévention, comment faire pour limiter cette propagation? Il y a plusieurs mesures qui ont été énoncées, émises, confirmées par plusieurs organismes, par l'OMS, par beaucoup de ministres de la Santé dans divers pays à l'échelle mondiale. En particulier, les gestes barrières qui comportent le fait de tousser, éternuer dans le coude, qui a deux rôles. Premièrement, éviter de projeter le virus
dans l'environnement immédiat, s'il y a des personnes autour, hein, comme on l'a vu, cet flot d'air et de sécrétions peut aller contaminer. La deuxième raison aussi importante en faisant cela, c'est d'éviter d'éternuer dans les mains, parce que là, on aurait le virus sur les mains. Deuxième chose qui a été mise en place, c'était le concept de ne pas se toucher le visage, parce que là encore, la main touche différentes surfaces, différents objets. Donc, en touchant ces objets, on peut ramener le microbe vers le visage. Et on sait que le nez et la bouche, si les mains sont contaminées, on peut se contaminer par cette voie. Ensuite, le lavage des mains, qui est vraiment l'élément clé, qui permet, puisque c'est un virus qui va pouvoir être éliminé par le frottement et aussi le savon. Donc le virus est très sensible à ces deux mécanismes, le savon et le frottement. Donc il ne suffit pas juste de mettre du savon sur ses mains et rincer, il faut mettre le savon, puis frotter. Et en faisant cela, on brise l'enveloppe qu'il y a autour du virus et ça permet de fragiliser cette enveloppe et le virus se retrouve à nu et puis s'en va dans les canalisations parce qu'il n'y a plus effectivement des virus sur les mains. Donc laver, mais laver bien parce que comme on le voit, il y a des ongles, il y a des petits recoins, des petits plis, d'où l'importance de prendre au moins 20 secondes pour faire ce lavage. Ensuite arrive la question du port du masque. Comme on l'a vu, le port du masque, au début de cette pandémie, on l'a recommandé surtout pour les personnes qui étaient déjà malades, mais par la suite, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des personnes qui étaient asymptomatiques, ça veut dire qui n'ont pas de symptômes, asymptomatiques, ça veut dire qu'ils ont le virus qui est présent dans les sécrétions, dans la respiration, etc. Mais elles ne sont pas malades, mais elles peuvent contaminer d'autres. Donc c'est à partir de ces éléments-là que finalement la question du port du masque devient de plus en plus importante. On reverra un peu plus en détail comment ça se passe lorsque on porte le masque tout seul versus si tout le monde porte le masque. Et puis, l'autre élément qui était mis en place pour limiter la propagation, au début de la pandémie, il y a eu les fermetures d'écoles, les fermetures d'universités, les clubs sportifs ont arrêté, on a demandé aux gens de rester chez eux pour en fait diminuer cette propagation. Le concept de aplatir la courbe est né de ça, en gardant une distance entre individus. Et cet aplatissement de la courbe permettrait de diminuer le risque de saturation des hôpitaux. Alors, la transmission entre individus, c'est important, il faut le penser, mais après il y a la transmission aussi qui se fait, par exemple, lorsque on touche des objets, donc les téléphones, les claviers, les boutons d'ascenseur, etc. Et donc le port de masque, on va en parler, le lavage des mains, on en a parlé, et puis la question des vaccins qui pour l'instant pourrait être une forme de prévention, mais il n'y a pas de vaccin actuellement disponible. Les études sont en cours pour voir dans quelle mesure un vaccin pourrait être disponible, efficace, sans trop d'effets secondaires. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est disponible, utilisable dans l'immédiat. Ça, c'est le concept d'aplatir la courbe qui est directement lié à cette notion de prévention. Ici à gauche, c'est ce qui se passerait si on n'avait rien fait, on avait laissé les universités, les écoles, tout comme habituellement. Et puis ici à droite, c'est ce qu'on veut avoir, une courbe qui est un peu plus comme un dos d'âne, plutôt comme une montagne. Et c'est ce qu'on observe déjà en ce moment au Québec, où on a cet aplatissement de la courbe. Alors ça veut dire effectivement qu'il y a vraiment eu un impact de ces mesures, des limitations des attroupements, des limitations des sorties, juste aller au supermarché pour l'essentiel, garder cette distance de 2 mètres entre personnes et tous les autres gestes barrières qu'on a vus. Et finalement, est-ce que ça a servi à quelque chose? Ça, c'est un travail qui a été fait et publié récemment où les auteurs ont analysé les données de pays. Donc, il y a plusieurs pays qui sont inclus dans ce travail.
Et ce qu'on peut observer, c'est que, effectivement, pour que cet aplatissement de la courbe marche et qu'il y ait un ralentissement de l'épidémie, c'est pas juste une mesure qu'il faut, c'est plusieurs mesures. Et à partir de là, en appliquant plusieurs de ces mesures, on arrive à faire cet aplatissement. Donc c'est vraiment important de se dire que vous avez contribué comme individu à l'échelle de la planète, comme citoyen, en respectant les mesures, vous avez contribué à cet aplatissement et c'est encourageant. Donc la question du masque, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc le masque a déjà été utilisé dans plusieurs épidémies antérieures. Et comme on peut le voir ici, ça c'était des masques en tissu qui étaient faits. Alors, comment ça marche le masque? Ça agit comme un frein, comme une barrière entre la personne malade et la personne qui est en santé en face d'elle. Donc la première chose à savoir, c'est qu'effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, l'environnement dans lequel on est un élément déterminant. Si on est dans une petite pièce fermée, qu'il y a des personnes qui sont malades et d'autres qui sont en santé, le masque à ce moment-là peut aider à limiter cette propagation. Donc si la personne malade ne porte pas de masque et que la personne en santé porte le masque, il y aura quand même une probabilité d'être contaminé, donc de 70%. Donc c'est quand même énorme. Si par contre la personne malade se protège, porte un masque, la personne qui est en face, qui est en santé, aura 5% de probabilité d'être contaminée. Et si les deux se protègent, on voit que ça aide beaucoup à diminuer la probabilité d'être contaminé. Donc la distance est un autre élément aussi, d'où l'importance de garder ces 2 mètres de distance. Donc tout ça, ça vise à diminuer le nombre de personnes contaminées parce qu'on sait que ce qui est majeur, c'est pas tant le fait qu'il y ait beaucoup de personnes contaminées à l'échelle de la planète. Ce qui est majeur, c'est le fait qu'il y a des personnes qui sont à risque de faire des formes sévères qui justifient de séjourner aux soins intensifs, qui justifient d'être ventilés. Donc c'est un respiratoire qu'on va leur mettre pour faire une assistance à la respiration et certains décèdent. Donc pour toutes ces raisons, on essaie d'éviter effectivement qu'il y ait beaucoup de cas en même temps, en sachant que dans beaucoup de situations, les individus vont faire la maladie et s'en sortir sans avoir des symptômes majeurs. Donc ça, on l'observe déjà pour les individus qui ont une forme asymptomatique, ils ne le savent même pas, mais si on faisait le test, ils avaient le virus présent. Avant que les symptômes ne se manifestent, il y a une phase qu'on appelle l'incubation, qui est en fait la phase où le virus se multiplie, se multiplie, se multiplie. Et lorsqu'il a commencé à atteindre un certain niveau où il agresse les cellules, c'est à ce moment-là que les manifestations arrivent. Donc cette phase silencieuse de multiplication, c'est ce qu'on appelle l'incubation. Donc l'incubation qui en moyenne est d'environ 5 jours, mais qui peut varier entre 2 et 14 jours. Et cette incubation-là va donner lieu à la multiplication du virus et aux symptômes. Et ces symptômes peuvent être divers. On a parlé déjà de la diarrhée et des vomissements. Au début de l'épidémie, on a beaucoup parlé de la toux, de la difficulté respiratoire, des problèmes d'essoufflement et des tableaux de pneumonie, d'infection au niveau des poumons. Et puis au fur et à mesure que l'épidémie avance, il y a des symptômes qui ont été décrits, caractérisés par beaucoup de pays, en particulier la présence de ce qu'on appelle anosmie. Donc anosmie, c'est un terme pour dire perte de l'odorat. Donc ce sont les cellules qui permettent de capter les odeurs qui sont présentes dans les muqueuses nasales. Et puis l'agusie, donc qui est la perte du goût, donc cette sensation lorsqu'on met un aliment à la bouche, on sait que c'est du sucré, on sait que c'est du salé, on sait que c'est de l'amer, donc il y a ces papilles gustatives qui sont présentes sur la langue. Et ces pertes qui sont des manifestations de coronavirus sont
décrit dans beaucoup de séries de patients. Et c'est important d'y penser parce que ça peut, dans quelques cas, être l'eau ou ça peut être les seuls symptômes observés. Après, il y a d'autres manifestations qui sont décrites au-delà de la pneumonie. C'est par exemple la présence d'une embolie pulmonaire qui traduit en fait l'existence de caillots dans les petits vaisseaux qui entourent les alvéoles au niveau des poumons. Et ces vaisseaux, lorsqu'ils sont bouchés, vont donner des gènes au niveau de la respiration. Et c'est un traitement de la coagulation anticoagulant qui doit être mis en place pour déboucher, pour aider à diminuer ces caillots. Je pense que nous avons abordé dans cette présentation les modes de transmission, la voie respiratoire, la voie digestive. Nous avons abordé les gestes barrières. Nous avons abordé les signes et symptômes. Et avec ces éléments, nous allons vous laisser mettre en place toutes ces consignes en pensant à contribuer pour que la société se porte bien. Nous vous disons merci. Merci.